arrivée chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et aujourd'hui, pour commencer en toute sincérité, moi, Sarah Polly, avoue que je me sentais fatiguée parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Mais depuis que mon invité est arrivé, on a pris un thé ensemble et je sais pas, ça papote. Et moi, je trouve que quand on se dit de belles choses et des choses intéressantes, ça fait remonter l'énergie. Donc là, je descends à fond, très au taquet. Et c'est le but, car on est là pour s'assumer et être tenté, en tout cas, d'être authentique dans une société qui essaye constamment de nous formater. Et pour m'aider sur cette quête d'authenticité, aujourd'hui avec mon invité, on va parler des danses et transmissions, l'authenticité à travers les générations. Et oui, et je ne l'ai pas choisi par hasard, cette personne pour parler de ça. C'est d'ailleurs même elle et sa personnalité qui m'ont inspiré le sujet, parce qu'elle est la créatrice d'un projet culturel d'une compagnie des danses qui s'appelle Kif Kif Bledi. Je le prononce bien ? Parfait. C'est super. Kif Kif Bledi, je vais vous lire leur introduction, leur site internet, parce que je la trouve parfaite. Donc, Kif Kif est issu du mot arabe Kif, adopté par les soldats de l'armée d'Afrique du Nord et doublé pour exprimer, pareil, la même chose, Kif Kif. Balad, bled, désigne généralement le pays. Pour les citadines, il est synonyme des campagnes et pour les émigrés, du pays au village d'origine. Le i final indique le possessif, bledi. Donc l'expression « Kif Kif Bledi » véhicule l'idée que chaque individu, et là on arrive sur l'authenticité, que chaque individu, où qu'elle soit, quelle soit son origine, puisse s'épanouir librement en préservant ses racines. Et oui, la compagnie donc Kif Kif Bledi promeut une ouverture sur les danses issues des traditions d'Afrique du Nord et du Liban, avec une approche qui est à la fois populaire et audacieuse, pouvant fusionner des danses traditionnelles avec des danses clubbines. Donc pour vous qui connaissez Densa, je suis sûre que vous comprenez mon envie d'avoir cet invité ici. D'une part, autant que moi-même immigrée, je m'identifie totalement dans cette démarche, mais aussi dans cette intelligence de démarche de retrouver les racines tout en restant ouverte à la fusion, parce que, par exemple, oui, moi je suis brésilienne, mais je suis une brésilienne en France. Et ça, c'est pas quelque chose dont je peux faire abstraction. Donc, j'ai l'énorme plaisir de vous présenter, les amis, les amours, mon invité d'aujourd'hui, Raïssa Ley. Bienvenue! Merci Sarah, merci pour l'invitation. C'est un énorme plaisir de te rencontrer. C'est un honneur, merci à toi. Et de papoter. Et oui. Et pour démarrer le podcast, j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Ah, bonne question. Écoute, ça va bien, je suis ravie d'être ici et puis de découvrir les coulisses de cette radio. Donc ça va très bien. Et enfin, un rayon de soleil. Ah oui, on est bien aujourd'hui. On attendait, on est bien. On est bien, on est chanceuse. Et Raïssa, est-ce que ça te va de parler un peu à l'audience ? Qu'est-ce que c'est Kif Kif Bledi ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est une compagnie de danse, comme tu l'as dit, mais finalement, c'est bien plus que ça. Ouais. Donc, moi, j'ai créé cette compagnie de danse en 2017. Et contrairement à d'autres compagnies de danse, je n'ai pas fait passer de casting. Je n'ai pas fait passer d'audition. J'avais d'autres projets avant, toujours autour des danses d'Afrique du Nord, où j'ai fait ça. Et finalement, je trouvais que, pour le coup, ça manquait d'authenticité. Donc, c'est plus un projet, en fait, dont j'ai parlé autour de moi et où des personnes m'ont contacté parce qu'elles se sont senties en fait concernées par le projet. Donc, quel est ce projet ? C'est tout simplement de prendre les danses traditionnelles et populaires d'Afrique du Nord, principalement, et de les porter dans des espaces où on n'avait jamais accès avant. Les théâtres,
les grands festivals, les conservatoires. Voilà, c'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. C'était pas un objectif de ouais, on va faire un petit assaut, on va danser pour les autres assos, etc. J'avais vraiment cette visibilité-là. Pourquoi ? Parce que moi-même, je viens en fait de différentes autres danses, académiques ou non. Donc, j'ai eu une bourse enfant pour aller au conservatoire en modern jazz. Je faisais de la danse hip-hop depuis longtemps. J'ai découvert le walking et le voguing après. J'ai fait des battles. Je suis une ancienne, on va dire, en France du walking. J'ai donné beaucoup de cours. Et j'ai vu que ça m'avait propulsée dans des espaces hyper chouettes, des rencontres, voilà, que ce soit underground ou bien plus académiques, et que les danses de chez nous, en fait, c'était pas du tout le cas. Donc j'ai eu ce déclic il y a à peu près 15 ans. Et ça s'est formalisé avec différents projets. Et Kif Bledi, pour moi, c'est vraiment la finalité de cette aventure, que j'ai pas voulu non plus communautaire. Donc dans le projet, il y a eu des personnes qui n'étaient pas nord-africaines, qui étaient européennes, qui ont participé. Mais la condition, c'est vraiment que ce soit au service de la visibilisation en tant qu'allié de nos causes. Donc finalement, au jour d'aujourd'hui, la compagnie, on est 7, originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Liban. Donc il y a la partie finalement Moyen-Orient qui existe uniquement parce qu'il y a une Libanaise. Moi, je reste sur les pays principaux d'Afrique du Nord. Mais en tout cas, on a aussi une sénégalo-béninoise qui est là. Ce qui nous lie, nous 7, finalement, c'est le rapport post-colonial français. Alors quand on dit colonial, il y a eu des protectorats, des décrets, etc. Mais on a tous vécu cette histoire. Et on est immigrés ou enfants d'immigrés. Donc on tourne beaucoup aussi autour de ça. Et finalement, le projet Kif Bledi, c'est aussi de la transmission et de la pratique sociale. Et pas uniquement divertissante et sur scène. Ce qui fait que finalement, le studio qu'on a créé du même nom, un Kif Bledi Studio, il y a 2 ans, ce n'est pas une école de danse, c'est un centre culturel. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas transmettre la danse sans parler de la musique, sans parler des traditions, sans parler de l'histoire, sans parler des tatouages que portaient nos grands-mères, des vêtements. Et finalement, c'est tout ce qu'on transmet dans notre studio et dans notre approche de compagnie. C'est beau, ça me fait penser... quand j'étais petite au Brésil et que j'étais très 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 attirée par la musique de la capoeira. Moi qui par la pratique, c'était vraiment les instruments, la musique qui me séduisait énormément. Et du coup, je suis allée très jeune taper sur l'épaule d'un maître des capoeira et j'ai dit « Est-ce que vous pouvez m'apprendre à jouer les instruments ?» Et il m'a dit « Oui, si tu fais de la capoeira. » Et c'est là où il m'a expliqué toute cette notion culturelle que c'était important, et c'est là aussi où on change le rapport des consommations, des consommer et au contraire d'en faire partir et d'enrichir. C'est que j'ai compris que ça faisait partie d'une histoire, l'histoire de mon pays, l'histoire des personnes qui ont construit ces pays, de mes ancêtres, et ça m'a énormément enrichi et c'est devenu un lien pour la vie. Mais c'est parce que je trouvais une personne qui était en conscience comme toi, que quand on fait une danse, ça arrive pas de nulle part, et la musique qu'on choisit pour danser, il a un motif, et la façon comment on s'habille aussi, et le fait de pouvoir s'enrichir de tout cet apprentissage, ça nous enrichit énormément et ça nous fait découvrir des choses par rapport à nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Exactement. Donc dans ton cas avec Kif Bledi par exemple, tu me diras si je me trompe, mais du coup il existe aussi cette notion de permettre aux enfants des immigrants qui sont nés en France de pouvoir se relier à leurs racines. Exactement. Quand on a eu l'opportunité de créer un lieu, moi j'ai appelé ça, et on en a parlé avec l'équipe, un lieu diasporique. En fait, le mot diaspora est assez fort parce que, on va être honnête, en France surtout, là ça ne s'arrange pas. On n'est parfois pas considérés comme des Français, même si on a la nationalité, on est né ici. Et dans nos pays d'origine, on va être des enfants d'immigrés. Et finalement, si ta famille ne t'a pas transmis les rudiments d'artefacts culturels, qu'ils soient matériels ou immatériels, comme on est issu d'une culture de transmission orale, comme ça peut être le cas d'ailleurs en Amérique latine, en Asie, en Afrique, eh bien, tu n'as plus rien. Et tu vas avoir aucune information disponible. Et typiquement, comme nous, on a fait beaucoup de recherches, etc., parce qu'on a commencé à donner des conférences, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de documents coloniaux
des études anthropologiques, ethnomusicales. On a trouvé beaucoup d'informations, mais il faut démêler le vrai du le vrai du faux, de ce qui a été fait il y a un siècle dans un cadre de propagande coloniale. Donc c'est assez douloureux et finalement, il y a beaucoup de questions et beaucoup de syndrome de l'imposteur qui s'installe en disant moi je peux pas transmettre ou je peux pas m'approprier ma propre culture parce que je la connais pas assez. Alors qu'il y a des gens, donc on en a pas mal parlé, qui sont pas de culture, qui vont pas du tout avoir ce complexe. C'est là qu'on parle d'appropriation culturelle notamment. Et donc ce Kif Kif Lady Studio, il offre finalement un espace où on peut essayer de répondre du mieux qu'on peut. On reste assez humble sur le fait que nous-mêmes, on n'est pas des experts dans tout, c'est impossible. Pour apporter la danse, la langue, des aspects culturels. Donc on va vraiment driller les symboliques. Par exemple, on a travaillé toutes les symboliques des danses, puisqu'on a été vendu un peu pendant longtemps comme du divertissement. Alors que toutes nos danses ont une symbolique sociale, tribale, familiale. Et du coup, ça permet aussi cette notion d'empowerment, de se réapproprier sa culture, de se reconnecter autrement que via la famille. Parce que tout simplement aussi, il y a des gens qui peuvent être brouillés avec leur famille, ou bien il y a des gens qui vont plus dans le pays d'origine, ou qui ont envie d'aller, mais qui savent pas par où commencer. Donc nous, on essaye de créer ces ponts-là et de toujours avoir des liens aussi avec nos pays d'origine. C'est très important. Parce que parfois, on a aussi des idées. Moi, typiquement, mes parents sont venus en France dans les années 60. Ils avaient 18 ans. La mentalité, elle a évolué depuis les années 60, mais ils nous ont éduqués avec cette éducation de l'époque. Et moi, quand je retourne, je vois mes cousins, cousines qui sont connectés sur Internet. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut suivre aussi ce qui se passe dans nos pays d'origine. L'air du temps, et de ne pas tomber nous-mêmes dans une caricature de ce qui c'était il y a 40 ans. Dans un cliché. Donc, il faut rester quand même connecté entre le traditionnel et ce qui se passe de manière contemporaine. Et c'est une des choses que j'admire particulièrement dans ton travail et dans tes engagements. C'est cette intelligence de la fusion, d'une part, et aussi cette humilité qui fait que les choses sont en mouvement, en fait. Rien n'est une chose figée. Et dans le rapport à l'authenticité, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, j'ai dit beaucoup dans ce podcast, c'est pas un acquis, c'est une recherche constante, c'est une volonté, c'est un combat aussi de pouvoir se montrer au monde, et c'est quelque chose qui va évoluer parce que, selon moi, heureusement, on ne reste pas la même personne toute sa vie, on a le droit d'évoluer. Et c'est pour ça aussi que le mot expert, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mot qui le plus je vieillis, le plus j'ai du mal avec ce mot, parce que de plus en plus je vois cette notion effectivement plus européenne, plus colonialiste, de définir qu'est-ce que c'est un expert à travers des diplômes, à travers, toi-même tu me disais tout à l'heure dans une conversation, pour se faire respecter, malheureusement tu es obligé de sortir au bout d'un moment que tu as un bac plus un, tu vois. Et moi, ce que je me rends compte en voyageant et en rencontrant des personnes sages qui font des choses impactantes pour la société, pour l'écologie et pour le monde, c'est que souvent c'est pas nécessairement des profils qu'on dirait un expert. Parce que c'est pas quelqu'un justement qui a fait abstraction de tout ce qui se passe autour pour se dédier à une chose spécifique. Non, c'est une personne qui veut savoir une chose spécifique, mais qui prend le contexte en considération. Et quand on prend le contexte en considération, on est obligé de se transformer tout le temps et de rester humble et de rester apprenti toute sa vie. Exactement. C'est vrai que le mot expert, il te fige dans quelque chose d'assez académique, un instant T, et puis tu le gardes. Voilà. Quand on dit bac plus 5, moi mon bac plus 5, je l'ai eu il y a 20 ans. Donc je reste sur mes acquis, c'est cool, ça m'ouvre des portes. Mais finalement, la transmission culturelle de la danse, c'est pas figé. Et quand bien même on reste en fait sur tout ce qui est traditionnel et à la fois créatif, nouveau, il faut vraiment driller ce qui existe et ce qui a existé auparavant. Et ça prend toute une vie. Donc on va plutôt se qualifier d'héritiers, héritières, de transmetteurs, de personnes qui vont un petit peu créer des ponts. Mais expert, ça fait très bac plus. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, j'en parle beaucoup en ce moment, c'est le vote de la loi 1149
l'Assemblée nationale le 7 mars dernier, qui veut imposer un diplôme d'État Bac+3 à tous les professeurs de danse, sous peine d'une amende de 15 000 €. Donc, c'est une loi qui devait passer initialement pour les danses hip-hop. Et finalement, boum, à la dernière minute, ils ont passé toutes les danses sans nous consulter. Et ça m'inquiète beaucoup. Dans le cadre des danses traditionnelles, populaires, sociales, de l'avenir, en fait, de ce que vont être nos danses. Si demain, ça devient une pratique aseptisée dans un studio avec des miroirs où les gens vont enchaîner des mouvements et après passer devant un jury qui dépend du ministère de la Culture, c'est très dangereux. Donc finalement, cette loi, en fait, moi j'ai alerté d'une autre manière en disant ce ne sont pas que les professeurs de danse professionnels qui sont concernés, ce sont tous les héritiers et héritières de danse traditionnelle et de culture sociale, tribale, etc., qui sont concernés. Donc réveillons-nous, en fait, pour l'avenir de nos cultures. Il n'y a qu'en France qu'il y a cette loi, d'ailleurs. Oui, c'est nulle part ailleurs dans le monde à ma connaissance. Oui, c'est assez absurde parce qu'en vrai, énormément de ces danses, il y a les danses traditionnelles, il y a les danses racisées, mais il y a les danses aussi issues des phénomènes sociaux, comme c'était le cas du hip-hop au départ, le rocking. Absolument. Ouais. Et le fait de vouloir académiser la transmission de ces danses-là, ça élitise toute la pratique et que ça exclut les corps qui ont créé ces pratiques-là. Tu vois, déjà, j'ai la chair un peu là, ça me révolte. C'est ça le problème, c'est que si une telle initiative est née, bon, bah, très bien, mais contacter les personnes concernées. Et encore, comme on n'a pas ce système de hiérarchisation, qui est légitime ? Absolument. Pour être le jury, par exemple, il y a la question aujourd'hui, c'est qui va juger d'affecter un diplôme à des professeurs qui eux-mêmes déjà sont en mouvance ou comme nous se considèrent tout le temps en apprentissage, d'avoir cette humilité. Et ben, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas se poser ces questions-là, qui seront moins légitimes, qui vont se positionner, que le système va fonctionner. Parce que là, ça y est, c'est trop tard en fait. Si ça a été voté, l'attente, là, la deuxième étape, c'est l'attente du vote au Sénat. Bon, bah, on sait très bien que quand une loi est soumise, voilà. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, je me dis, moi, j'ai une fille de 4 ans. Est-ce que dans 10 ans, elle va en pâtir de cette loi sur sa propre culture ou est-ce que je lui aurais transmis, moi, à la maison ? Ouais, je crois que quelqu'un va venir et lui dire non, mais attends, ce que tu fais, c'est pas du tout bon. Alors que moi, je lui inculque des choses depuis qu'elle est née. Et à la maison, où je l'emmène dans des fêtes, voilà, la manière dont moi j'ai appris en fait. Ouais. Bah oui, et c'est l'histoire qui va se répéter à mon avis, dans le sens où on sera encore des gens du coup qui seront en marge du système, comme tu disais tout à l'heure, qu'on en buvait notre thé. On sera donc des marginales, des marginaux qui vont faire notre transmission et notre pratique d'une façon qui est devant les yeux de l'État, ça sera illégal, même criminel, parce que du coup, si on s'y permet de transmettre ce qu'on connaît, et surtout nous, j'ai envie de parler pour la samba par exemple, je suppose, beaucoup plus légitime autant que brésilienne, grandie dans cette couture depuis que je commençais à marcher et que je parlais même pas très bien, alors qu'il aura peut-être dans un cadre imaginaire une femme européenne blanche, un homme européen blanc qui lui va avoir tout le bac, tout ce qu'il faut, parce qu'il est pareil aussi, il n'est pas immigré, du coup pour lui l'accès aussi à toutes ces universités, à tous ces diplômes, c'est pas le même qui est pour moi jusqu'à ce que j'en arrive là, et que cette personne au lieu de la justice, elle sera beaucoup plus légitime que moi, et que si moi je me mets dans cette pratique, je serai une criminelle. Donc c'est juste une façon légale, je crois, de perpétuer la discrimination et les préjugés, de continuer cette mentalité colonialiste, de croire vraiment où on rentre dans leur façon de faire et que du coup on est bien, on garde notre façon de faire et que du coup c'est le non-bien au point même d'en faire un crime. C'est ça, et puis il y a une certaine infantilisation et dénigrement, puisque si tu lis le projet de loi, la samba, les danses traditionnelles, en fait, sont même pas catégorisées à la hauteur de ce que c'est, tu vois, de la valeur de ce qu'elles représentent. Il y a un fourre-tout qui s'appelle Danse du Monde. Ah oui, la fameuse. Donc, nous, on est les danses du monde. Par contre, les danses traditionnelles françaises, ils les ont mis à part. Voilà. Les danses bretonnes, danses basques, elles ont une appellation à part, c'est les danses folkloriques de France. Et nous, c'est le reste.
C'est les Voilà, restes. c'est la petite ligne en bas, vous faites comme les autres, puis vous vous taisez. C'était un peu le message. Et surtout, le propos de cette loi, c'est non, mais on va vous sortir de la précarité, parce que, voilà, je suis désolée, mais déjà dans le milieu hip-hop, il y a quand même des masses en niveau international qui n'ont rien à envier à n'importe quel professionnel de l'art vivant. Je suis d'accord. Il y a des carrières incroyables. Et là, de dire, mais attendez, vous n'êtes pas des pros, on va vous montrer comment on fait. Je trouve ça assez audacieux, quoi. Plutôt que d'être dans un esprit de co-construction, de nous mettre à la même hauteur, plutôt de nous solliciter, nous, en tant que, pour le coup, experts de terrain, pour des gens qui font ça depuis 15 ans, 20 ans, etc. J'ai trouvé ça assez, oui, effectivement, dénigrant et puis très condescendant. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que dans tout le discours que tu viens de faire, on entend quand même, et c'est ça quelque chose que Jean-Marie que les élus comprennent, c'est que t'es pas du tout contre un dialogue. En fait. Et on n'est pas du tout, au contraire même, tu vois, si ces cultures-là qui ont été créées dans les rues, qui sont venues de nos ancêtres, si ça peut aussi s'intégrer, là, c'est l'exemple que j'ai donné au ton brésilienne en France, je ne vais pas faire semblant que je ne suis pas en France, et qui, si ma connaissance, elle peut rendre quelque chose ici, et que moi, je peux apprendre des choses d'ici, et on va s'enrichir ensemble, c'est tout la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas pris en considération, et notre façon de transmettre, elle n'est pas prise en considération et qui du coup c'est une façon de nous obliger, et ça c'est pour moi en tout cas de mon point de vue, c'est toute l'histoire de la colonisation. Tu t'adaptes à nos règles, on t'exclut. C'est ça, moi j'ai trouvé ça aussi assez fâcheux parce que ça fait des années nous qu'on demande des subventions. Notre studio de danse il est autofinancé et à chaque fois on a eu des rejets, mais vraiment avec des motifs effectivement très dénigrants. Et là, d'un coup, on va avoir besoin de nous. Du coup, voilà, on va nous imposer quelque chose, alors que ça fait des années qu'on demande le dialogue. Moi, j'ai lutté pour valoriser les danses traditionnelles. Je l'ai dit dès le début, à l'introduction. C'était pas pour rester dans un truc communautaire entre nous. J'ai toujours eu l'objectif d'atteindre des espaces élitistes et académiques pour dire nos pratiques existent aussi. Il n'y a pas que la danse classique, contemporaine et moderne jazz. Laissez-nous notre place, on a aussi beaucoup de choses à dire et surtout on peut faire du travail de terrain. Et tout ça, ça sert en fait à la citoyenneté, ça sert à la laïcité, ça sert à l'ouverture interculturelle. On fait beaucoup de médiation culturelle, ça marche très bien. Pour casser des clichés. Voilà. En plus, nous, on a triple peine. On va parler honnêtement. Ici, on est dans une radio libre. On est nord-africain. On est victime d'orientalisme. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas arabe. Je suis amazir, berbère. Donc déjà, on va nous appeler les Arabes. On va me dire que je fais de la danse orientale. C'est une pratique qui existe, mais ce n'est pas la mienne. Ensuite, on va assimiler nos pratiques artistiques à du religieux, alors qu'on n'est pas religieux. Voilà. Typiquement, je voulais organiser un événement à un moment sur la culture amazigh. On m'a quand même demandé, pouvez-vous confirmer que ce ne sera pas un événement religieux ? Je suis restée bloquée sur l'email. Religieux ou politique ? Donc tout de suite, on va nous affilier aux actualités. On a été attaqué sur BFM par Éric Zemmour en tant que compagnie de danse, juste qui transmet des danses d'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment une problématique, une stigmatisation en France sur nos identités qui font que, quelle que soit la démarche qu'on va avoir pour transmettre, qu'elle soit académique, pas académique, etc., il y a des personnes qui vont s'arrêter à nos faciès. Et du coup, c'est hyper osé de dire finalement, on vous prend comme ça, mais vous allez écouter nos règles, notre loi, et puis vous n'avez rien à dire. Attendez, c'est qui subit les discriminations, qui se bat, qui subit la diffamation, puisqu'il y a Éric Zemmour quand même qui a osé dire que certaines personnes vivent dans des enclaves étrangères en banlieue et sont subventionnées sur les impôts des Français. Nous, on a 0 € de l'État au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on en aura, j'espère, parce qu'avec tout le travail qu'on fait, la charge mentale, ça vaut bien le coup d'avoir un soutien pour nos initiatives et non pas pour conforter une loi dans laquelle on n'a même pas été consulté. Absolument. Et du coup, dis-nous, Raïssa, c'est quoi cet spectacle
Transmission. Transmission, le futur spectacle Oui. qui arrive. Donc c'est un work in progress, il est encore en écriture, mais une écriture très limpide. Parce que finalement, au bout de 7 ans, on va bientôt faire nos 8 ans, en 2025. Félicitations. Dit, merci, ça commence à faire un grand enfant. Ouais. Eh bien, il y a du recul qui se prend comme ça sur effectivement cette notion de transmission, qui est, qu'est-ce qu'on nous a transmis déjà à nous, vu qu'on a tous ce point commun dans la compagnie d'avoir appris des danses traditionnelles de manière traditionnelle. Donc, au bled, avec la famille, dans des événements, des mariages, des naissances, voilà. On avait le temps à l'époque de s'ennuyer. Oui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Tu mettais de la musique, tu dansais avec ta tante, tu me prenais le goûter. C'était ça les journées. Je me souviens de soirées, de nuitées avec mes cousines tu vois, en un peu chemise de nuit, etc. Ah, vas-y, toc, 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 les you. Enfin voilà, tous ces moments-là en fait, qui restent gravés et qui te manquent. Parce que voilà, il y a moins de gros mariages, il faut attendre l'été, etc. Et tu as envie, à un moment dans l'année, de juste faire la fête. Donc, on a appris comme ça. Et ensuite, on a commencé à nous demander des cours de danse, quoi, donc des stages, etc. Donc, comment formaliser, moi qui ai une formation à la fois académique au conservatoire et non académique avec la famille, j'ai créé en fait une forme de transmission pédagogique qui mêle le traditionnel et le non traditionnel, même dans mon écriture chorégraphique. Voilà, en tant que chorégraphe, je fais des chorégraphies, donc je conscientisais pas que c'était aussi moderne. Si je te donne un exemple, on m'a invité à un festival. Moi, je viens de l'Est marocain d'Oujda, où voilà, on danse beaucoup la Argada. C'est une danse aussi qui est à l'ouest algérien. On a 10 kilomètres, qu'on appelle la Halaoui là-bas. Et un gros festival très traditionnel dans un village, dans une vallée, vraiment avec tous les groupes amazirs des coins. Et on m'invite, on me dit on vous veut. Parce qu'il y a une politique au Maroc aussi d'inclure ce qu'on appelle les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, dans les festivals. Excellent. Les festivals ont des subventions s'ils arrivent à inclure des femmes et les MRE pour voilà, englober la diversité de ce que représente le peuple marocain en fait à l'échelle internationale. Donc nous on était là dans ce cadre et j'arrêtais pas ce syndrome de l'imposteur. C'était en 2015 ou en 2016 de me dire mais pourquoi ils nous ont invités, mais on n'est pas des troupes traditionnelles, il y avait que des troupes traditionnelles. J'étais impressionnée. On était en immersion. Et en fait, ils m'ont dit, mais ce que vous faites, c'est incroyable. Quand vous dansez, on dirait des clones. Et c'est le principe de chorégraphie. Et c'est quelque chose qui n'existe pas là-bas. En fait, tu leur dis, vous voyez comment vous travaillez, vous vous entraînez, etc. Mais ils rigolent si tu leur demandes ça. Ou bien ma propre tribu, moi je viens d'une tribu très reculée, je donne rarement le nom, tellement ils ne veulent pas être mis en avant, etc. Ils m'ont dit, jamais on se fera payer pour danser dans un spectacle. C'est renier en fait notre essence. On va danser pour un propos, pour un mariage, pour ce qu'on appelle une wada, c'est un festival villageois annuel qui est lié à la moisson, parce qu'on est une culture agraire. Jamais on prendra 1 euro. Ils m'ont dit, je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas que je vous aide à être programmé dans les festivals à Rabat, etc. Non, on ne veut pas. Donc d'un côté, on se dit c'est dommage, parce que voilà, ça les valorise moins, et de l'autre, ils sont fervents défenseurs de ce qui est traditionnel. Donc tout ça, ça m'a vraiment nourri. Et en plus, à l'extrême, moi j'ai des grands frères qui sont nés dans les années 70. À la maison, c'était la funk, la new jack, le hip-hop, après la house. Après, quand j'ai commencé à avoir un peu de petite fenêtre de tir pour aller un peu en soirée ou quoi, j'allais que dans les soirées danse, etc. Et ouais, tu vois, c'est la vibe. Nous, les Nord-Africains en France, on n'avait pas de modèle, donc on était inspirés beaucoup par la communauté afro-américaine, par leur lutte. Voilà, tu prends les Mary J. Blige, tu vois, si tu prends les femmes, moi c'était TLC, voilà, Toni Braxton, c'est ça notre inspiration. Et en France, c'était le rap, IAM, NTM, etc. Donc, t'as beau être dans une approche de danse traditionnelle nord-africaine, l'identité nord-africaine en France, l'identité même d'immigrés d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique tout court, d'Asie, on a ce truc un peu underground. J'ai grandi dans une cité, je peux pas enlever ça en fait de mon approche artistique, et du coup à un moment donné ça a intersecté avec les danses traditionnelles, de se dire finalement il y a cette chose en commun qui est la danse sociale.
Oui, Et puis la lutte en fait sociale, absolument. de dire c'est la même chose. J'attends un événement qui est une fête villageoise et là j'attends une soirée pour retrouver les miens parce que mes frères ils se faisaient recaler de boîte. Ils étaient obligés d'aller dans une boîte qui s'appelait le Fun Rail, qui passait d'ailleurs que de la funk. Oui. Parce qu'ils se faisaient recaler de partout. Moi-même, je me suis déjà fait recaler d'un truc parce qu'ils prenaient que des blancs, dans une soirée, etc. Donc tu te dis, attends, même l'espace festif, il est discriminant. Et donc finalement, ça a donné cette écriture aussi, où comme j'ai mon background hip-hop ou hacking, eh bien j'ai voulu fusionner cette hybridité identitaire dans la danse et donc dans le message, et ça fait partie aussi du coup de la création transmission. Ok, super. C'est ça, il y a la transmission intergénérationnelle. Je suis aussi maman, donc comment transmettre à nos enfants, comment transmettre, on disait tout à l'heure, à des gens qui sont déracinés, pour se reconnecter en dehors de la famille. Comment transmettre via les réseaux sociaux, rendre matériel ce qui n'était pas matériel, ou rendre numérique ce qui n'était pas matériel. Et puis, comment transmettre de la du pluriculturel quand tu as baigné dans une culture hip-hop et qu'en même temps, tu as baigné dans une culture traditionnelle et que tu ne veux pas choisir. Tu veux être partout. Et là, l'authenticité, à mon avis, c'est là où elle commence à faire surface. C'est ça. C'est qu'on en accepte... Tu veux toutes les facettes, en fait. Oui. Tu n'as plus envie à un moment de dire oui, je veux choisir ça, ou bien de faire en parallèle. Tu dis mais pourquoi on sort de l'esprit de l'expert. Exactement. Et là, on devient authentique. J'adore la logique. Je suis mathématicienne aussi. Là, j'adore ta logique. C'est CQFD quand même. C'est ce qu'il fallait démontrer. On converge. C'est ça, c'est converger vers un seul point. Là où on veut nous scinder. Tu vois, par exemple, tu dois être au boulot, il faut que tu sois corporate. Tu vas aller danser, il faut que tu sois créatif, mais pas trop out of the box. Voilà, nous, on a envie de tout mélanger et de dire c'est bon, on est en 2024, laissez-nous être tout ça. Et vous allez voir que c'est une grande richesse pour la France. Parce que je tiens à le rappeler aussi, nous, on est profondément rattachés à la France. C'est juste qu'on sent du rejet. Donc forcément, quand quelqu'un sent du rejet, tu peux te braquer. Mais le projet Kif Kif Bledi n'aurait pas pu avoir lieu autre part, même j'irais plus loin, qu'en région parisienne. Parce que comment des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qui ont un passif un peu similaire peuvent se rencontrer avec des gens qui sont nés en France, comme moi, des gens qui ne sont pas nés en France, une Libanaise qui te raconte qu'elle a fui la guerre, qu'elle est venue ici, une Sénégalaise qui dit mais attends, moi ça me parle trop, moi je suis du Sénégal mais Afrique du Nord, voilà, et puis j'ai grandi mon amie elle est marocaine. Ça ne peut arriver que dans ce microcosme lié à l'immigration, et donc on fait profondément partie du patrimoine français. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le conscientisent pas. Et c'est une des choses pour laquelle j'adore vivre ici. Exactement. C'est cette richesse culturelle qui me permet de rencontrer des gens comme toi et de faire des choses ensemble. Parce que là, on est là dans le micro aussi grâce au fait qu'on est à Paris et que du coup, on peut se croiser parce qu'on a des histoires de vie, même géographiques, très, très différentes. Ouais. Et est-ce que je peux... on a déjà un peu dépassé le temps, mais j'ai envie de te demander 2 dernières questions. D'abord, j'aimerais savoir si tu pourrais adresser un mot aux personnes, parce que je crois et j'espère que les personnes racisées et que les personnes immigrantes comme moi puissent s'identifier à tout ce qu'on a dit. Mais j'aimerais aussi avoir un mot pour les personnes blanches européennes qui, selon moi, sont souvent dans une position de privilège dont elles ne se rendent pas toujours compte et que ce n'est pas quelque chose à avoir honte. Si c'est plutôt, à mon avis, quelque chose qui peut vous aider à soutenir en fait les causes et à vous émanciper aussi. Donc toi, tu disais tout à l'heure par rapport au cours à Kif Kif Bledi que vous accueillez aussi des personnes qui ne sont pas racisées. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont curieux des pratiques traditionnelles, de pratiques racisées? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils le fassent d'une façon constructive? Tu fais bien de poser le sujet parce que j'ai beaucoup pris la parole sur ce sujet et il y a certaines personnes qui comprennent, certaines personnes qui ne veulent pas comprendre sciemment.
Là, en fait, on touche à la question de la légitimité de pratiquer une culture qui n'est pas la sienne et jusqu'à aller au sujet de l'appropriation culturelle, d'avoir la crainte d'être accusé d'appropriation culturelle. Donc, j'ai beaucoup été inspirée ces dernières années par tous les discours aux États-Unis, notamment de danseuses, sur ces sujets-là. J'ai beaucoup pris la parole pour dire il n'y a aucun problème pour pratiquer une autre culture, se renseigner, etc. Mais déjà, il y a des règles. La première, c'est déjà d'aller voir les personnes de culture. C'est quand même la base. Oui. Une fois que tu vas voir la personne de culture et que tu prends en fait ce qu'elle a à donner, pourquoi tu fais ça ? Est-ce que c'est juste pour nourrir ta richesse personnelle et toujours garder cette humilité de dire que tu n'es qu'une personne invitée dans ce microcosme-là et que c'est déjà un privilège et que tu laisses l'espace à ces personnes, ou est-ce que tu veux le prendre pour toi-même, directement l'exploiter et du coup en faire du business, en faire une notoriété, etc. Et moi, malheureusement, très très souvent, on a été exposé au deuxième cas de l'appropriation culturelle, et quand on essaye d'entamer le dialogue, on nous bloque. On nous exclut du débat, là où même on se fait à la fois plagier et à la fois approprier. Et le discours est très crispant en France. Il y a eu beaucoup de rejets sur ce discours-là, alors qu'aux États-Unis, ça a été très bien accueilli parce qu'il y a déjà eu des études avec les Indigenous Studies, Cultural Appropriation. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus, et qu'il y a Indigenous People des États-Unis qui, contrairement à nous en Afrique du Nord, sont carrément, pour certains, des civilisations quasi éteintes. Alors que nous, on existe encore, on a nos terres, etc. Donc pour revenir effectivement à cette question-là, il y a des gens aussi qui disent ah, mais ils veulent rester entre eux, le Kif Kif Bledi, ils veulent pas des étrangers, enfin ils veulent pas des étrangers, du coup des gens qui sont fans de leur culture, etc. Pas du tout, c'est pas vrai. C'est que les gens choisissent cette facilité parce qu'on leur demande un effort. Nous, toute notre vie, et nos parents, on a fait des efforts. C'est ça ce que je veux juste appuyer sur la question du privilège qui est souvent invisible. C'est ça en fait, c'est que dès qu'il a une notion des déconforts, de se poser la question, de devoir réfléchir à comment tu portes ton corps dans cet espace et comment tu te comportes, très vite les personnes en privilège, elles se sont dérangées, et du coup ces dérangements, ça peut donner une impression que ça va pas, que c'est pas bien, mais en vrai c'est une sensation normale que nous vivons quand on essaye effectivement de se mêler à la diversité d'une façon respectueuse en fait. Donc c'est pas un mauvais signe de se sentir pas confortable et de se poser ces questions-là, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. Pour moi, ça peut être même un signe que tu commences à devenir conscient de ton privilège et que tu commences à avoir peut-être une marge d'action sur les inégalités sociales. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, nous, on nous demande constamment de faire un effort pour nous assimiler, pour nous intégrer à des espaces où on n'est pas représenté, à des espaces privilégiés. Et quand on demande l'inverse, alors là, c'est difficile. Ou bien, il y a des gens qui m'ont un peu écouté et puis qui m'ont dit « Mais attends, ça fait 2 ans que tu parles de ça, c'est fini ?» Mais non, ça prend des siècles. C'est des siècles. Ça prend des siècles, en fait, la déconstruction et puis l'inversement des processus dominants et de privilèges. Oui. Donc, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais nous, on va toujours dire faites l'effort. Faites l'effort de nous respecter, faites l'effort de nous citer, faites l'effort de nous placer. C'est la moindre, mais vraiment, c'est le minimum. Et ne vous appropriez pas nos cultures si vous ne nous incluez pas. Quelqu'un qui veut faire un projet artistique, etc., qui ne met pas des artistes de culture, mais ça ne fait même pas de sens. Eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup qui font ça. Et comme on commence à dénoncer, évidemment, ils le ressentent comme une violence pour certains. Non, mais c'est méchant. Non, c'est pas méchant, c'est pragmatique, en fait. Donc, et c'est le dialogue qu'on disait qu'on a envie d'avoir. Mais à un moment donné, on est obligé de mettre les mots et d'être assez vindicatif pour se faire comprendre. Si des personnes veulent obstruer en fait leur interprétation en disant il y a des gens qui disent c'est des intégristes, pas du tout. C'est juste qu'on veut que notre authenticité, comme on en parlait aujourd'hui, et le microcosme soient respectés avec les personnes majoritairement de culture, comme on nous demande de le faire dans des espaces élitistes et académiques. Parfait. Aïssa, je suis obligée de te poser la dernière question de l'épisode. Après tout ça, est-ce que tu peux nous dire, pour clôturer, qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi ? Oh, waouh.
Waouh, on va jamais poser cette question, c'est difficile. Parce que l'authenticité, il y a celle que tu ressens en toi, et puis il y a celle que les gens perçoivent à travers toi. Euh, je dirais de manière assez globale mon enthousiasme dans C'est beau. tout. Et là, je sors même du spectre, comment dire, du spectre artistique, c'est-à-dire que je m'enthousiasme de chaque événement de la vie et du coup, je dirais plutôt la résilience même. Ce qui est authentique chez moi, c'est cette résilience de dire, ok, j'ai eu des moments difficiles, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, mais j'ai cette résilience qui me pousse de manière très pure à mener des projets ambitieux. Parce que demain, tout peut s'arrêter. Voilà, j'ai eu la tristesse de perdre mon père très jeune et de me dire, mais en fait, t'es enfant, il y a toute sa vie qui peut s'écrouler et du coup, de jamais vivre avec un regret. Donc cette authenticité, finalement, elle va englober tous mes projets et c'est pour ça qu'il y a toujours cette fibre un peu ambitieuse d'aller plus loin que ce que les gens veulent de moi ou de mes proches. Via la résilience. C'est super beau. Eh ben, merci beaucoup, Raïssa Merci à Lay, toi, de ta Sarah. présence. Est-ce que tu peux nous donner le site des Kif Kif Bledi? Oui, c'est très facile. C'est kiffkiffbledi.com. Yes. Instagram, Facebook, LinkedIn, kiffkiffbledi. Il y a toutes les actualités. On essaie d'être connecté au maximum Oui. voilà, pour un petit peu s'adapter à tout ça. Et puis, il y a tout. Il y a les spectacles, les cours, les conférences, les événements culturels. Et on fait de plus en plus de collaborations avec des lieux artistiques. Voilà, il va y avoir pas mal d'événements là qui vont venir aussi l'été, donc n'hésitez pas à venir. Moi, je vais mettre aussi tous les liens sur le descriptif de cette vidéo et le descriptif du podcast. Et je profite pour vous dire que le Densa Podcast avec moi, Sarah Poli, c'est disponible donc sur YouTube, sur mon site sarahpoli.com. C'est disponible aussi sur Spotify maintenant. Oui, on est très chic. Et c'est disponible sur Radio Rap TZ. Yeah. À ne pas oublier, nous, on est aussi un projet de danse, Densa, et on vous invite à danser comme chacun en a envie, une fois par mois. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur sarahpoli.com/densa ou à de suivre l'agenda sur le site internet ou à me contacter sur les réseaux et tout ça. Et Raïssa, ça me ferait énormément plaisir de danser avec toi un de ces quatre. Hein. Bah, carrément. Franchement. Je suis complètement au paix. C'est un date. Ouais. C'est super. Maintenant, je vais vous laisser avec le témoignage d'une auditrice et je vous attends au prochain Densa. Ciao. Bye, merci. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent les podcasts d'Insa. Alors, quand Sarah m'a demandé de définir l'authenticité pour moi, bonne élève que je suis, je n'ai pas résisté à chercher l'origine du mot, qui vient du grec et correspond à la personne qui se détermine par sa propre autorité. En gros donc, les personnes qui suivent ses propres normes, ses propres règles. Alors, cette question de l'authenticité est très riche et pour moi, on peut l'aborder de différents points de vue. Je pense notamment à mon champ de travail qui est tourné vers l'accompagnement des personnes vivant avec une maladie chronique, où la question de suivre ses propres règles est très bousculée par les contraintes liées au traitement et à la relation avec les corps soignants. Je pense aussi à Carl Rogers, un psychologue américain humaniste qui a théorisé sur les conditions thérapeutiques et qui met l'authenticité du thérapeute ou sa congruence comme ayant un rôle important dans un processus de thérapie et qui la comprend comme une écoute sensible à l'autre et à soi. L'authenticité serait donc forcément quelque chose qui se construit dans la relation. On n'est pas authentique en dépit du monde qui nous entoure. Bref, gros débat qui ferait tout un podcast. Mais pour rester générique et synthétique sur les thèmes de l'authenticité, si on parle de cette capacité de pouvoir nous donner nos propres règles, au moins quelques-unes, et de nous approprier le plus possible notre manière à nous d'exister, je dirais que l'authenticité n'est pas un attribut du sujet, mais une quête, un exercice, même une discipline, et qui pour cheminer sur une voie authentique, il faut s'exercer à être conscient tout d'abord des déterminants qui nous constituent, historiques, sociologiques, économiques et même corporels, et agir donc en connaissance des causes. Voilà, merci Sarah pour cet espace de parole. Bisous.